Cette guerre en Ukraine, qui a soudainement éclaté en 2022 apparemment de nulle part, m'a été racontée par le docteur, âgé de plus de 80 ans. L'homme a dit que l'armée ukrainienne avait déjà été constituée dans les années 90, ce qui m'a fait penser: waouh, qu'est-ce qu'on nous présente maintenant? Où en est-on? Les guerres mettent des années, parfois des décennies, à se préparer. Qu'a-t-on déjà préparé en coulisses depuis longtemps? Oui, aussi le mot-clé Covid-19. Oui, combien d'événements ont déjà eu lieu auparavant, y compris Bill Gates, qui en septembre, tout le monde peut vérifier. Il s'agit d'actions de BioNTech qu'il a achetées et revendues en 6 mois, réalisant un bénéfice total de 300 millions de dollars américains. Tout cela sans impôt, car acheté via la fondation. Maintenant, certains diront qu'il avait du flair ou qu'il savait déjà en septembre 2019 ce que nous ignorions. Oui, il a fait cela. Il s'est préparé en conséquence. Pour faire court, je pense que là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, et là où il y a beaucoup de pouvoir, il y a aussi énormément d'abus de pouvoir. Et la question est, qu'est-ce qu'on nous raconte et qu'est-ce qu'on nous vend maintenant et qu'est-ce qui se passe dans les sous-sols de quelques puissants? Les gars, regardez ça. 86% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si cette conversation t'a rendu ne serait-ce qu'1% meilleur, alors abonne-toi s'il te plaît. C'est le deal le plus équitable sur Internet, tu y verras plus clair. Ça nous aide énormément à continuer d'inviter les meilleurs, les plus critiques et les plus prestigieux invités. Et maintenant, bonne écoute. Ils savent très bien que selon la façon dont nous vendons certaines choses dans le monde, c'est là que résident nos avantages. Oui, mot-clé, Iran. Oui, les États-Unis, par exemple, se sont aussi posé la question de savoir comment ils pouvaient faire avancer leur pays sur le plan économique. Et puis, ils ont simplement constaté qu'au Proche-Orient, il n'y avait pas ou peu de clients pour toutes ces avancées technologiques venant des États-Unis. Et puis, ils ont dit, si nous intervenons en Iran et changeons le gouvernement, nous pourrons vendre bien plus de produits Apple, générant ainsi plus de recettes fiscales pour les États-Unis. Si nous avons des problèmes avec l'Iran, alors le détroit d'Ormuz est fermé. Le plus grand perdant, c'est la Chine, parce qu'elle ne reçoit pas de réserve d'énergie. Si tu ne reçois pas d'énergie et d'engrais, alors à un moment donné, tu as un problème. Comment veux-tu faire fonctionner toutes ces usines? Nous sommes un exemple parfait en Europe, en Allemagne, oui, avec les pipelines 1 et 2 qui ont été sabotés. L'énergie chère fait baisser l'économie, car les coûts dépassent les revenus. Et je crois que beaucoup de choses ne sont pas racontées dans les médias, mais elles sont certainement analysées en détail, non seulement à la Maison-Blanche, mais aussi auparavant dans des think tanks stratégiques. Oui, notre avantage numéro 1, numéro 2 et les 3, 4, 5 autres petits avantages. Ensuite, on pense à un récit, on en fait un gros titre, puis on dit simplement « Le méchant Iran et les bombes atomiques ». Et nous protégeons le monde entier et les bons, chers amis des États-Unis, qui sont soi-disant intéressés par la sécurité. Et puis, ça rappelle un peu l'Irak, où ils sont aussi intervenus à l'époque en disant que Hussein avait des bombes atomiques qui n'ont jamais été trouvées. Donc, en conclusion, à qui cela profite-t-il? Oui, suis la piste de l'argent et tu comprendras qu'il y a différents intérêts qui, au final, poursuivent leurs propres objectifs. Si tu es chez toi et que tu te demandes où aller te terrer, écoute-moi, j'ai quelque chose pour toi. Balthazar Becker et moi organisons un webinaire gratuit le 29 mars à 17 h. Dans ce webinaire, je vais te dire très concrètement quelle a été ma stratégie pour sortir du système de l'enseignement et de la fonction publique. Pas de théorie, pas de manuel, mais du concret issu de la pratique. Car au final, tout se résume à deux choses, la liberté intérieure et la liberté financière. Et je peux vous dire une chose, nous n'avons plus un temps infini. Les 2 à 3 prochaines années seront décisives. C'est maintenant le moment de prendre ses responsabilités. Participe au webinaire via le lien en description. Tu viens de décrire cela vraiment magnifiquement. D'un autre côté, Maxime, c'est sur ta chaîne que j'ai entendu pour la première fois le terme de révolution de la conscience. Et l'idée derrière tout cela, c'est en fait ce que tu viens de décrire. Le mensonge qui règne dehors est tellement grand, tellement évident, tellement sous ton nez que les gens ne peuvent plus faire autrement que de se réveiller d'une manière ou d'une autre. On dit souvent qu'après le Covid, beaucoup se sont réveillés. Récemment, une manifestation pour la paix à Berlin a réuni 5000 personnes. En réalité, 5 millions de personnes auraient dû être présentes. Si nous sommes vraiment éveillés, pourquoi n'agissons-nous pas? Bonne question. C'est sans doute une question de masse critique. Comme une boule de neige en hiver, quand les enfants jouent, tu as aussi une fille, et quand elle commence à rouler la boule de neige, à un moment donné, elle devient assez grande. Et ensuite, si on transpose ça aux avalanches, oui, aux pistes de ski, ce n'est que lorsqu'il y a assez de neige accumulée, et puis ça arrive, des tonnes de neige dévalent alors la pente.
tout commence avec la première pierre. Et cela signifie que, sur nos chaînes, nous nous efforçons de proposer une couverture alternative de ce qui n'est pas raconté. Et chacun l'est d'une certaine manière. Tellement prisonnier de son propre système. Oui, je compare toujours cela. Mon livre s'appelle Soul Master. Oui, et Soul, c'est la conscience. Et Master, c'est l'énergie masculine yang, donnée de l'élan. Et je suppose simplement que nous avons beaucoup de personnes qui nous dirigent, qui sont en politique. Ils restent fortement centrés sur l'ego. Oui, plus grand, plus vite, plus loin, énergie masculine. Après moi, le déluge, laisser une empreinte dans l'univers. Et l'argent, la matière, le luxe. L'âme, c'est la conscience, issue de la culture asiatique, qui amène à remettre les choses en question avec plus de recul. Est-ce que cela nous sert ou pas? Beaucoup se sont éveillés, indépendamment de la masse critique. Oui, c'est déjà écrit dans la Bible. Le large chemin mène à la perdition, seule une minorité prend la porte étroite. La majorité suit le courant dominant, d'où son nom. Donc, et mis à part le fait que, de mon point de vue, la masse critique n'est pas encore atteinte, mais qu'elle est atteinte en même temps, chaque fois que des événements douloureux se produisent. Oui, et tu viens déjà de mentionner le Covid, et j'ajouterais aussi la Première et la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, je crois, 9 millions de morts. Seconde Guerre mondiale, 60 à 70 millions de morts. Oui, et depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons un peu de paix depuis environ 70 ans. 80 ans, après la Première Guerre mondiale, la douleur n'était pas suffisante, alors 20 ans plus tard, ils ont recommencé. Oui, je pense qu'après Hiroshima et Nagasaki, les gens ont désormais peur d'y retourner, car nos armes actuelles peuvent détruire le monde instantanément, et que ça nous maintient un peu dans cet équilibre, un peu nous retient, oui, que tout n'a pas déjà totalement dégénéré. Donc la première réponse est: la masse critique doit être atteinte, et elle ne sera atteinte que lorsque la douleur sera plus grande que tout le reste, oui. Donc si on transpose cela à la médecine, il existe des antalgiques et des compléments alimentaires. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus consommé? Les antalgiques. Les antalgiques, exactement. Mais pourquoi? Parce que la plupart des gens disent que lorsqu'ils ne supportent plus, eh bien, ils changent quelque chose et arrêtent de manger des aliments gras parce qu'ils savent que cela nuit à leur corps à long terme. Tant que nous n'atteignons pas la masse critique et l'émotion qui nous fait rejeter la guerre. Rien ne se passe tant que nous n'y sommes pas arrivés. Nous atteignons souvent cet état émotionnel après avoir vécu un traumatisme, comme la Première ou la Seconde Guerre mondiale, lorsque les gens s'expriment franchement. Si les politiciens avaient insisté toute la journée d'aller au front, personne ne l'aurait fait, tout simplement parce qu'ils disaient « Non, nous sommes tellement fatigués après 4 jours, après 4 ans, à nous battre tout le temps. » Les camps de concentration, toute cette folie que nous avons apportée dans ce monde avec notre conscience humaine centrée sur l'ego. Donc, en conclusion, oui, beaucoup de personnes qui se sont éveillées spirituellement ou au niveau de la conscience disent « je vois clair dans le jeu ». Et puis ils disent qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Oui, ceux qui suivent les principes du maître, donc ceux qui sont guidés par l'ego masculin archaïque, et ceux qui voient clair dans le jeu, c'est l'âme. L'âme qui dit très honnêtement qu'ils fassent leur jeu de la matrice. Moi, je me retire et je construis de mon côté. Oui, je suis seul dans les montagnes, dans la nature, et qu'ils s'entretuent, ça m'est égal. Le problème, c'est que tout ce dont le mal a besoin pour triompher, c'est que les bonnes personnes, ou les personnes éveillées et conscientes, ne fassent rien et disent simplement « je vois clair dans le jeu, je suis bien plus avancé que vous tous ». Et ensuite, je me retire. Et c'est pour ça, de mon point de vue, que le livre s'appelle Soul Master. Parce que Soul, c'est l'âme. C'est une métaphore. Quand tu fais du vélo, c'est la roue avant, ton guidon. Dans quelle direction tournes-tu? Et Master, c'est l'énergie masculine, appuyer sur les pédales. Mais beaucoup de gens appuient tout le temps à fond sur les pédales. Ils se rendent compte qu'ils sont stressés, qu'ils sont à plat, qu'ils sont fatigués, épuisés. Mais ils ignorent et si c'est vraiment leur voie. Oui, et tu peux aussi te prendre le mur à 180 km/h. Tu croiras suivre la bonne voie sans te demander si c'est vraiment celle que tu veux prendre. C'est pourquoi il faut d'abord prendre conscience, puis accélérer, et pas seulement avoir des connaissances rationnelles et appuyer sur l'accélérateur tout le temps. Et la conscience et la connaissance diffèrent en ce que la conscience perçoit toutes les perspectives. Oui, et la connaissance, c'est tout le temps comme ça. C'est de mon point de vue, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi maintenant et comment puis-je m'imposer face aux autres. Je pense qu'il y a des ressources limitées, puis après moi le déluge, la compétition généralisée, et ensuite chaque pays cherche à rivaliser avec les autres. Et ça, c'est au niveau collectif, et au niveau du microcosme, c'est chaque individu.
Et si j'ai du trouble dans mon esprit, j'aurai du trouble dans le monde. Et cela signifie que nous ne sommes capables d'être heureux, d'avoir du succès ou d'être financièrement libres qu'à la hauteur de notre niveau de conscience. Donc, dans le même environnement, chaque personne voit un monde différent. Et selon la façon dont je pense, le monde est... Donc j'ai le sentiment, Maxime, que le vase va bientôt déborder. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai vraiment reçu tellement de messages que j'avais l'impression que les gens sont vraiment épuisés. Des messages du genre « Simo, je deviens fou. Simo, je suis épuisé. Simo, j'ai besoin d'orientation. » As-tu le sentiment que cet épuisement collectif atteint un sommet? On évoque aussi cette transition entre ancien et nouveau monde. Comment vois-tu cela en ce moment? Il y avait donc cet homme, un chercheur qui s'appelle James Dimio, oui, et il a précisément étudié si les traumatismes collectifs ou sociétaux se transmettent de génération en génération. Et sa thèse était que chaque fois que, je crois qu'il a étudié cela avec le Sahara, chaque fois qu'il y avait trop de chaleur dans le désert du Sahara, beaucoup de gens devaient déménager parce qu'il n'y avait plus d'espace vital et que personne ne pouvait plus survivre. Manger, boire devenait difficile. Et cela a conduit à des traumatismes sociétaux. Et nous tous, comment dire, peut-être comme cette grenouille dans l'eau chaude, nous cuisons lentement et nous ne remarquons même pas que nous sommes tout le temps prisonniers de ce traumatisme collectif. Et de ce fait, les gens ressentent d'un côté que oui, comparé à autrefois, on écrivait une lettre, puis on l'amenait à la poste, puis il y a eu les emails, aujourd'hui WhatsApp, Telegram, des messages partout. Aujourd'hui, nous traitons en une journée plus d'informations qu'un paysan il y a 100 ans durant toute sa vie. Cette époque civilisée, cette surcharge de stimuli nous impacte. Mais en même temps, associé à ces traumatismes collectifs, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, tout ce que nos générations précédentes ont vécu, cela reste aussi dans notre inconscient collectif, dont parlait C.G. Jung, et cela nous influence en permanence. Et nous renaissons sans cesse sur cette terre. Et la question est, suis-je aujourd'hui plus fort que mon arrière-grand-père, peut-être au XIVe ou au XVIIe siècle? Parce que tout ce qui a été transmis dans la famille, c'est ce traumatisme collectif. Et ce parcours du combattant, cette répétition, continuera aussi longtemps qu'il n'y aura pas, un jour, quelqu'un d'assez fort dans une famille pour se réveiller. Et littéralement grandir et dire, honnêtement, ces bêtises que faisaient mes arrière-grands-parents ou les choses que je fais peut-être maintenant parce que mon grand-père, au XVIIe siècle, les a gérées de la même manière parce qu'il n'avait pas de conscience, jusqu'à ce que je sois enfin prêt à briser ce cercle et à ne plus répéter les mêmes erreurs. Et c'est justement dans cette spirale que nous sommes un peu piégés. Oui, un épuisement total, les gens ont l'impression, eh bien, qui suis-je vraiment? Les grands médias, oui, et encore une fois, tout ce dont l'inconscient a besoin pour triompher. Quand des personnes conscientes détournent le regard, se sentent impuissantes et pensent que de toute façon cela ne sert à rien, que les puissants décident de tout, alors qu'en réalité, sans la participation de beaucoup, ils ne décideraient rien. Donc cela signifie que nous sommes quelque part pris au piège dans ce grand écart entre ces expériences traumatiques collectives des derniers siècles et ce que notre lignée ancestrale nous a légué. Oui, il y a ces expériences avec les souris. Alors, si une grand-mère souris était dans un labyrinthe et recevait des chocs électriques à un certain endroit, la petite fille souris, qui n'avait jamais connu sa grand-mère, avait des sursauts soudains au même endroit dans le labyrinthe, même si aucun choc électrique n'y avait été administré. La conscience humaine est-elle vraiment bien plus complexe que celle d'une souris? Donc toutes ces choses nous influencent et nous nous sentons piégés, mais en réalité, nous sommes très puissants au niveau de l'âme. Nous l'ignorons et tant que je reste consommateur, je ne peux devenir producteur. Et cela signifie sortir de sa propre minorité. Maintenant, nous sommes de retour avec Emmanuel Kant, Sapere Aude. Ayez le courage de te servir de ton propre entendement. J'irai même jusqu'à dire de ton cœur, car le cœur, c'est la conscience et la sagesse. Tandis que l'entendement, c'est le savoir, la raison. Ce que tu viens de dire est vraiment fort. Ne pas être surinformé dans ce monde, parce qu'être surinformé mène à l'impuissance. Au final, utiliser sa propre raison ou simplement se rappeler quand on est vraiment dans ce monde, donc vraiment juste se recentrer sur soi-même et ne pas simplement s'inonder de toujours plus d'informations. Je me suis demandé ces dernières semaines, je veux dire, ce n'est vraiment pas facile d'être ce bâtisseur de pont, de remettre sans cesse en question le récit officiel. Maintenant, tu es père, tu es entrepreneur, tu es très actif dans le milieu des créateurs de contenu. Comment fais-tu pour rester mentalement clair dans cette période si difficile? Je dis toujours qu'une vie réussie, donc E égale E plus E. Et la formule traduite signifie que le succès est égal au résultat plus les expériences.
Oui, et les résultats, c'est encore le maître, l'énergie yang masculine. Donc cela signifie que tu as vraiment des résultats dans la vie, que tu assumes des responsabilités professionnelles, que tu n'évites pas constamment les choses. Responsabilité pour ton corps, responsabilité pour les personnes les plus importantes autour de toi, les relations, la famille, payer des impôts, tout ça. Et en même temps, la vie devrait aussi inclure des expériences. Et les expériences, c'est la réserve émotionnelle, la réserve de joie. Et il y a certaines personnes qui sont très, très axées sur le monde des expériences et qui n'assument aucune responsabilité. Et puis, il y a des personnes, dont je fais partie, qui aiment porter beaucoup, beaucoup de responsabilités, et parfois trop, à tel point que tu remarques que tout cela s'accumule ensuite dans notre corps. 90% de toutes les maladies sont des émotions retenues. Beaucoup se plaignent de tensions dans la nuque, mais ce n'est que l'énergie que tu portes constamment sur tes épaules, ce qui te rend tendu ici. Et donc, mon chemin consiste toujours à accorder beaucoup d'importance à la conscience sous forme de fréquence, d'énergie. Oui, cela signifie que j'ai plusieurs plateformes vibrantes et tapis de fréquences, et je fais très très attention à ce que, lorsque je conçois mes contenus, je le fasse dans un espace particulier. Et ensuite, j'associe cet espace à ces thématiques, mais jamais, par exemple, dans la chambre à coucher ou avant d'aller dormir, parce que je sais que sinon, j'associerai ma chambre exactement à ces sujets lourds. Et ensuite, le soir ou la nuit, tu peux tout faire dans ton lit, sauf t'endormir parce que tout est simplement imbriqué, associé. Je vais dans ces pièces, j'observe, puis je laisse passer 1, 2 ou 3 nuits avant de dire quoi que ce soit. On vit dans un monde de gros titres. Denzel Washington a accordé une belle interview sur ce sujet. Oui, nous vivons à une époque où il ne s'agit pas de dire la vérité, mais d'être le premier, peu importe si cela blesse, si nous sommes à la hauteur de notre responsabilité envers notre communauté, cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas d'erreurs. Mais réfléchir encore une fois précisément à cela, est-ce que j'envoie ce message et est-ce que je renforce cette peur, ce narratif dans ce domaine? Ou comme tu l'as dit exactement lors de la conversation préalable, nous arrivons à donner du pouvoir à nos communautés pour qu'elles ne soient pas simplement sans pouvoir, tout simplement des récepteurs émotionnels. Donc ne devenez pas le récepteur émotionnel de leur vérité, mais restez l'émetteur dans votre haute fréquence, dans votre clarté, dans votre conscience. Oui, donc j'ai participé à énormément de formations, de retraites et autres dans ce domaine. J'ai vraiment appris et étudié auprès des meilleurs experts mondiaux. Et à un moment donné, lors d'une retraite, j'ai eu une sorte d'inspiration où j'ai vu que, comme une conscience dézoomée de la Terre, notre globe terrestre, comme si j'étais dans l'univers. Et j'ai alors vu cette lumière, ces énergies sombres tout le temps. Et c'était, je ne peux même pas le décrire, mais c'était comme s'il y avait la lumière et l'obscurité. Oui, que ce qui est obscur essayait tout le temps. Gros titre, puis bombe atomique, bombe atomique, bombe atomique. Et j'ai toujours senti, toujours, que la lumière essayait de s'opposer à cela, comme un aspirateur tout le temps. Non, non, non. Et ça l'aspirait toujours comme ça, de sorte que ça ne s'est même pas produit. Sinon, la crise de Cuba dans les années 80 était dangereuse. Nous avions déjà vécu beaucoup sur Terre et nous ne serions plus là pour cette interview. Presque personne n'écouterait ici. Et je crois vraiment qu'il y a ce balancier. Hollywood a un peu capturé cela avec Keanu Reeves dans ce film Constantine où il dit que Dieu et le diable jouent à un jeu. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'à Hollywood, mais je crois vraiment à l'existence de ces énergies lumineuses, conscientes ou non, sous forme de fréquences. Je pense aussi que des personnes comme toi et moi, placées par l'univers en position de leader, avec une grande portée, oui, notre podcast Köpfe der Genies est dans le top 3 du marché, que nous aussi, du point de vue de la lumière et de l'obscurité, nous sommes aussi particulièrement pertinents. Oui, que d'un côté, si tu travailles pour la lumière, tu es beaucoup plus protégé, mais en même temps, tu deviens aussi beaucoup plus intéressant pour les forces obscures qui cherchent à te séduire. Cela signifie que dans ton message, tu as aussi cette responsabilité de te maintenir pur encore et encore. Cela veut dire, avec des rituels conscients, de la méditation, des personnes conscientes, regarder précisément pourquoi j'ai envie de consommer du sucre ou autre chose, ce que cela fait à mon système énergétique et quel message va alors passer à travers toi. Donc cela signifie, mon expérience personnelle est que plus nous atteignons de personnes, plus je remarque que les forces obscures s'intéressent à moi autant que les forces lumineuses, qui me protègent aussi et veillant sur moi. Oui, parfois je ressens la présence de mes guides ou de mon équipe spirituelle et j'y reçois des inspirations et une protection, ce que d'autres n'auraient peut-être pas sans mon combat pour la lumière.
Comme je l'avais déjà dit, Maxime, ma devise sur cette chaîne est que les cœurs doivent toujours battre plus fort que les blessures. Et si à la fin je faisais un contenu qui divise, j'arrêterais immédiatement la chaîne si cela devenait une habitude chez moi. Je veux être celui qui construit des ponts, je veux toujours donner un peu d'espoir aux gens là dehors, et à cause de ma responsabilité, je dois aussi garder la tête froide d'une certaine manière. Pour ne pas devenir cynique, car tous ces récits qui circulent sont aussi d'une certaine manière diaboliques ou sataniques selon les termes employés. Donc chaque jour, certains événements ou choses sur lesquels nous portons notre attention, imagine ça comme un ballon qui pénètre en nous et comment fonctionne une manifestation. Il ne s'agit pas seulement de désirer un nouveau partenaire, une belle voiture ou un meilleur travail, mais la manifestation concerne des fréquences et des énergies. Cela signifie que si je laisse entrer certaines fréquences et énergies inconscientes, comme lors d'une dispute dans la rue où j'essaie de calmer la situation, je remarque que les deux sont complètement inconscients, mais j'absorberai aussi cette énergie. Et cela signifie que si je n'arrive pas à apporter la paix là-bas, parce que les gens ne sont pas prêts pour la paix, mais qu'en même temps je me retrouve dans cette perte d'énergie, alors j'ai laissé entrer cette énergie en moi. Et si maintenant, donc c'est un exemple parfait, j'ai suivi une formation qui a commencé, et c'est une formation consciente, dès le premier jour de la formation de 6 mois, j'ai remarqué que j'avais, d'une certaine manière. Donc ma maison est mon temple, oui, c'est un lieu sacré, un rituel. Je sais que là-bas, les fréquences sont très élevées, c'est protégé. Et à peine avais-je quitté la maison le matin, la formation commençait le soir, qu'il m'est arrivé un événement, puis un deuxième, puis un troisième. Et là, je me disais, ce n'est pas possible. Ouais, au supermarché, la caissière m'a mal parlé, comme si j'avais volé quelque chose. Et je me disais, un morceau de légumes, enfin, financièrement, je suis complètement à sec. Puis il y a encore autre chose où j'ai réalisé, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, quelqu'un a failli me rouler sur le pied dans la rue. Et ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé que c'était aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était une tentative de l'obscurité d'entrer dans mon système, afin que je puisse ensuite, dans ma formation, avec les personnes qui arrivent, et essayer de façonner le monde avec une conscience supérieure. Je ne pouvais pas montrer mon cœur, mais ils m'ont fait passer dans le mental. Et c'est exactement comme ça que tout fonctionne sur le plan narratif. Oui, si tu divertis les gens tout le temps avec la peur et que tu dis sans cesse, et voici un gros titre, un autre gros titre, alors tu es dans la peur. Et alors c'est exactement ce champ qui se manifeste, parce que tout le monde, même les personnes conscientes, projettent alors vers l'extérieur dans ce champ de peur. Nous revenons à cette image que j'ai décrite, la Terre vue de l'extérieur, avec cette lumière et cette obscurité, ces énergies en lutte perpétuelle. Avec nos messages, comme tu le dis, nous contribuons à cela, nous divisons et nourrissons la peur. Oui, par exemple, le collègue Ernst Wolf, qui selon moi fait du bon travail et de bonnes recherches, c'est aussi quelqu'un de très brillant en rhétorique, capable de captiver et toucher les gens. Oui, je lui ai aussi dit qu'il était déjà venu plusieurs fois sur notre chaîne et que j'appréciais beaucoup son travail. Et est-ce qu'on pourrait regarder d'une manière à aller encore plus dans cette direction? Pas seulement ce qui menace maintenant, mais plutôt quelles sont les possibilités afin que les gens, par leur... Il est du signe du lion, oui, très polarisant aussi, alors ne pas entrer dans ce champ de la peur. Et bien sûr, il m'a compris, évidemment. Daniela Ganser fait aussi beaucoup d'efforts, tu vois, pour rester factuel, sans provoquer ces grands états de peur chez les gens. Ces personnes ne sont pas reconnues par les médias traditionnels et voient leur salle annulée pour les empêcher de se produire. On constate ainsi que d'autres informations ne sont pas les bienvenues. Je trouve ça fort et Ernst Wolf est aussi souvent passé sur ma chaîne. Lors de notre dernière conversation, nous avons eu plus de 400 000 vues en très peu de temps, 350 000 vues et en 5 minutes, un cadrage totalement différent a été posé. Je lui ai d'abord demandé comment il gère ces sujets difficiles et s'en sort mentalement. Et nous avons d'abord parlé uniquement des possibilités, puis, dans la deuxième partie de la conversation, nous avons abordé tous les défis. Et tout de suite, un autre cadrage, un autre récit, il a reçu des retours super positifs. Il a aussi partagé quelques anecdotes personnelles qu'il considère finalement la vie comme une chance absolue parce qu'il a été impliqué dans un grave accident de voiture lorsqu'il était jeune. Et l'énergie que tu dégages dans les premières minutes, c'est généralement aussi ce qui en ressort à la fin. Et les sujets difficiles que nous avons abordés vers la fin, c'était en fait plutôt, oui, anecdotique. Monsieur Wolf, j'observe votre travail depuis des années. Vous analysez souvent des contenus difficiles à digérer. Comment gérez-vous cela mentalement? Oui, bien sûr, j'ai aussi mes difficultés quand il s'agit vraiment de sujets très durs.
Mais j'ai aussi une vie en dehors de toutes ces recherches et de tout ce travail journalistique. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et puis je vais très souvent dans la nature. J'ai aussi un rythme quotidien, donc je vais nager tous les jours. Je nage 1,5 km chaque jour, et ça me permet de tenir le coup. De plus, je dois dire qu'en dépit de toutes les choses terribles qui se passent, on peut aussi voir une évolution positive, car les crises apportent souvent de grandes idées.